Donc en gros, lorsque beaucoup d'hommes, en particulier les jeunes hommes dans l'intervalle 18-25, apprennent les fameux critères de sélection des femmes, ils sont vraiment découragés pour la plupart. En gros, ils se regardent et ils se disent « je n'ai rien qu'une femme puisse réellement désirer, donc pourquoi m'embêter ?» Ces hommes peuvent donc conclure rationnellement qu'un effort à haut risque et à faible récompense n'a pas de sens pour eux. Après tout le temps et les efforts consacrés à s'aligner sur les critères de l'hypergamie, le gain en fait n'est pas qu'une femme se voit finalement accorder la sécurité et les ressources matérielles, ou même qu'un homme se voit accorder des relations sexuelles et une relation stable et aimante. La réelle récompense, attention, est la croissance et la prospérité qui reviennent à l'homme en conséquence. Ce que les hommes ne comprennent pas à propos de la sélection féminine. Cette phrase résume assez bien en fait de quoi va parler la vidéo d'aujourd'hui. Alors oui, évidemment, sélection féminine peut être remplacée par hypergamie. Grâce à Internet, il y a eu une explosion à propos de la sensibilisation sur ce sujet ces dernières années et cela a permis à la génération actuelle de bénéficier d'une position privilégiée pour comprendre le comportement des femmes en matière d'accouplement et de rencontre de manière plus claire et plus précise que jamais auparavant. La quantité et la qualité des informations disponibles autour de ce sujet en fait n'étaient tout simplement pas disponible il y a de cela par exemple 10 ans. Et bien que certaines de ces informations peuvent faire en sorte de mieux avaler la fameuse pilule amère, je pense qu'il est plus que bénéfique autant pour les hommes que pour les femmes que ces informations soient désormais plus largement connues. Salut à tous et bienvenue sur Ekima. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on aborde le sujet de l'hypergamie. Techniquement, je pense que tout le monde sait ce que c'est que l'hypergamie, mais comme vous le savez, moi j'aime bien me parler du dessous des choses, de la face cachée, les choses que soit on n'aime pas dire, soit on ne fouille pas assez. Et aujourd'hui, j'aimerais un petit peu vous présenter les avantages que vous pourrez tirer de l'hypergamie en tant qu'homme. En fait, cette vidéo a pour objectif de vous faire comprendre que ce concept, uniquement pris et analysé tout seul, n'est pas la solution miracle à la misère affective, voire même plus à la misère sexuelle. Ça peut sembler confus dit comme ça, mais vous comprendrez plus tard pourquoi est-ce que je dis ça. Je vais vous présenter deux pans, deux aspects, deux visions que l'hypergamie crée réellement, parce que déjà il est plus que bénéfique pour vous les hommes que pour nous les femmes, mais surtout il n'est pas suffisant pour arriver à conclure en tant qu'homme. Alors vraiment, restez jusqu'à la fin, prenez la peine d'écouter l'entièreté du propos. Ce que je m'apprête à partager ne vient pas uniquement d'une réflexion qui m'est propre, mais ce sont des observations également d'un psychologue en relations humaines. Donc, croyez-moi, après avoir écouté, vous aurez probablement une vision différente de ce concept. L'un des concepts les plus importants de cette réserve d'informations est l'hypergamie. La tendance dans le choix de déterminer avec qui s'accoupler, avec qui sortir, la tendance à choisir les hommes qui sont par exemple les plus grands, les plus forts, les plus riches ou alors de statut plus élevé. L'hypergamie influence presque tous les aspects de la sélection sexuelle féminine et elle a un certain nombre de conséquences importantes en aval et de ce fait, il est donc très important de comprendre ce concept. Malheureusement, il y a deux aspects courants par lesquels le concept est mal compris, surtout par les hommes. Et ce sont donc ces deux aspects, ces deux erreurs de jugement, ou dirais-je ces deux malentendus, dont j'aimerais qu'on aborde dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, allons-y. Les deux malentendus correspondent à peu près aux deux réactions générales que les hommes semblent avoir en réponse en fait à leur découverte sur la réalité de l'hypergamie. Le premier est le plus répandu car il correspond malheureusement à la réaction la plus courante des hommes. Donc, en gros, lorsque beaucoup d'hommes, en particulier les jeunes hommes dans l'intervalle 18-25 sensiblement, apprennent les fameux critères de sélection des femmes, ils sont vraiment découragés pour la plupart. Et que lorsqu'ils font une introspection, lorsqu'ils se regardent et qu'ils se disent que voilà, ils ne font pas partie du top 10% des hommes, je ne faisais pas partie du top 10% des hommes que ce soit au lycée, à l'université et même dans le début de son âge adulte, ils concluent donc de manière hâtive par ces deux scénarios. Petit 1, qu'ils ne pourraient jamais accéder à ces échelons supérieurs ou alors petit 2, que même s'ils le pouvaient, le résultat ne vaudrait pas en fait le temps et les efforts nécessaires. En gros, ils se regardent et ils se disent « je n'ai rien qu'une femme puisse réellement désirer, donc pourquoi m'embêter ?» Et mine de rien, à un certain niveau, ces deux conclusions sont assez compréhensibles. De toute façon, dans l'univers du dating game, les rencontres n'ont jamais été symétriques. Les hommes initient la grande majorité des interactions, ce qui veut dire que les hommes subissent de manière disproportionnée plus de rejets que les femmes en amont, et les femmes, elles, mettent fin à la grande majorité des relations. Quoique, à titre personnel... bon, je pense que je vais garder ça pour moi. Bref, les hommes subissent donc de manière disproportionnée plus de rejets que les femmes au final, et ces rejets peuvent être douloureux à plusieurs égards. Ces hommes peuvent donc conclure rationnellement qu'un effort à haut risque et à faible récompense n'a pas de sens pour eux. Si nous parlions par exemple en termes de business, d'investissement d'argent, nous qualifierons cette décision de prudente, et vraiment personne n'y verrait d'inconvénient. Mais d'un autre côté, beaucoup de gens semblent avoir un problème avec cette même décision prise à propos des femmes. Et voilà ce qu'on dira de ces hommes-là.
qu'ils doivent grandir, qu'ils doivent arrêter de pleurnicher, qu'ils doivent juste s'aligner et suivre les nouvelles règles et franchement la liste est encore longue. Mais plus que tout, ce que je veux dire ici, c'est que ces hommes ne comprennent pas ou alors n'ont pas réussi en fait à percevoir le gain réel de l'hypergamie pour eux. Après tout le temps et les efforts consacrés à s'aligner sur les critères de l'hypergamie, le gain en fait n'est pas qu'une femme se voit finalement accorder la sécurité et les ressources matérielles ou même qu'un homme se voit accorder des relations sexuelles et une relation stable et aimante. La réelle récompense, attention, est la croissance et la prospérité qui reviennent à l'homme en conséquence. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, un homme faisant partie du top 10% de la population ne peut faire profiter qu'indirectement une femme. Et ce uniquement si elle peut, si elle est capable d'acquérir et de conserver en fait l'homme qu'elle a obtenu. Cependant, un homme du top 10% bénéficie directement de ce qu'il est. C'est lui qui profite directement du fait d'être plus fort, d'être plus riche, d'être d'un statut plus élevé. Ces choses sont avant tout bonnes pour lui et au mieux, seulement en second plan, elles sont bonnes pour les autres. Même si, supposons, admettons qu'une grande partie de sa richesse, de son statut, lui soit retirée par un divorce ou une rupture, ce qui peut certainement arriver étant donné la société dans laquelle nous sommes, il reste tout de même la source de cette valeur et il est devenu la source de cette valeur dans le processus de transformation pour devenir un homme du top 10%. Le souci, c'est que vous partez du postulat, par exemple, c'est mon analyse, que parce que les femmes sont peut-être celles qui dictent les règles du jeu, qui mettent leurs conditions sur la table, qui décident même de commencer des relations ou alors de les achever. Croyez-moi, dans la majeure partie des cas de figure, si elle n'est pas capable d'être d'une utilité conséquente pour l'homme du top 10%, alors elle ne profitera pas vraiment de lui. Elle va juste se faire soulever et après, ce mec passera juste à autre chose. C'est donc le premier malentendu sur l'hypergamie, qu'elle profite principalement aux femmes alors que ce n'est pas le cas. Elle profite principalement aux hommes et ne peut profiter qu'indirectement, en second plan, aux femmes, dans le cas où cet homme-là choisira de lui en faire bénéficier. Parce que dites-vous que je me suis rendu compte de quelque chose. C'est vrai, beaucoup parmi vous diront qu'ils préfèrent se concentrer sur eux que de se concentrer sur les femmes qui au final ne seront pas sérieuses avec eux. Cette réflexion est tout de même la résultante du comportement hypergamique de ces femmes qui a fait en sorte que les hommes décident de se recentrer sur eux, de devenir des hommes de valeur, de haute valeur, des leaders et j'en passe. Et c'est en fait sous cet angle-là que vous devez en fait observer le réel profit du comportement hypergamique pour vous les hommes. Que ce soit indirectement ou directement, vous êtes plus ou moins influencé par ce concept, par ce courant de pensée. Parce que bon, vous pouvez le dire ou même peut-être le nier, que non, ce n'est pas parce que je risque de me faire rejeter par une femme, parce que je n'ai pas 1m80 ou que je ne suis pas sportif ou que je n'ai pas assez d'argent, que j'ai décidé de me concentrer sur moi, de travailler sur moi et d'être la meilleure version de moi-même. Et voilà, avoir autant d'argent et de succès que je le désire. Cependant, c'est tout de même une résultante, une conséquence de ce changement dans l'univers du dating game. Cette nouvelle variable qui s'est ajoutée, quoique bon, elle était toujours là, juste que maintenant elle est encore plus prononcée. Et cette variable, c'est l'hypergamie dans toute sa splendeur. Donc aujourd'hui, ce concept qui est perçu un peu à tort comme étant un moyen de faire le tri, un moyen de disqualifier certains hommes par rapport à d'autres, pourrait en réalité être une espèce de leitmotiv pour permettre à ces mêmes hommes-là de devenir des versions encore plus abouties, encore plus maturées en fait des hommes qu'ils souhaitent devenir. Et mine de rien, c'est une bonne chose. Comme je le disais dans une de mes précédentes vidéos, où j'expliquais que l'entêtement ou alors le célibat des femmes pourrait rendre beaucoup de personnes riches. Et c'est exactement ce que j'essaye d'expliquer ici. L'hypergamie poussée à son maximum, à son paroxysme aujourd'hui par des femmes, quoique toutes ne sont pas des femmes de valeur, mais bon, toutes souhaiteraient avoir un homme de valeur, mais cela n'est pas la réelle question. Toutes ces femmes qui réclament donc leur droit à l'hypergamie et donc à vouloir sélectionner le top 10% des hommes, n'a en réalité que fait créer un réel retournement des situations. Parce que oui, à force d'entendre qu'un homme de haute valeur correspond à ceci, à cela, à ceci, consciemment ou alors inconsciemment, ça crée une nouvelle source de motivation pour ces derniers. Si vous faites une lecture froide des faits, par exemple, vous verrez que c'est ce comportement hypergamique qui a engendré la majeure partie, par exemple, de tous les business qui tournent autour du développement masculin, que ce soit développement psychologique, développement physique, développement financier et j'en passe. C'est parce que la mise en avant du concept hypergamique féminin a redéfini énormément de codes, énormément de méthodes, ce qui a fait en sorte que beaucoup de métiers ou alors beaucoup de circuits ou de couloirs ont vu le jour dans l'optique soit de satisfaire cette fameuse demande hypergamique, soit de s'en moquer et de dire voilà, peu importe, je vais le faire pour moi et ce sera en fait moi d'en faire profiter une femme si je le souhaite ou pas. La valeur d'un homme restera sa valeur, ce qu'il créera, ses réussites, ses accomplissements et j'en passe lui seront bénéfiques avant d'être bénéfiques à quelqu'un d'autre. Donc que ce soit tous ces influenceurs ou tous ces coachs ou tous ces businessmen qui ont axé tout leur contenu, tout leur savoir-faire autour de cette thématique-là, comment faire grandir un homme sur tous les plans possibles, c'est la résultante de ce concept et aujourd'hui, il fait plus
plus de bien aux hommes qu'à nous les femmes. Et voilà, je profite de cette petite parenthèse pour vous demander de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr de partager pourquoi pas cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en bénéficier, quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Ce sont en fait ces petits gestes qui aident à faire croître la chaîne et plus que jamais, après plus d'un an ensemble, je pense qu'on pourrait atteindre, voire même royalement déplacer les 50 000 abonnés en peu de temps. Donc je compte sur vous pour poser le geste qui sauve. Pour revenir au propos, il est important de savoir que tous les hommes ne se sont pas découragés ou alors n'ont pas été défaitistes lorsqu'ils ont appris la réalité. Au contraire, un petit groupe plus restreint d'hommes ont vu en fait l'opportunité derrière. Ils ont été galvanisés par ce qu'ils considèrent comme étant une voie fiable à suivre. Ils y ont vu un moyen d'analyser ce qui fonctionne vraiment en matière de rencontres et ils se sont dit « Ok, soit je n'ai qu'à devenir riche, je n'ai qu'à me remettre en forme, à devenir charismatique, etc. » Et à bien des égards, cette réaction est une meilleure réponse adaptative car, comme indiqué précédemment, toutes ces choses profitent directement à l'homme en question. Cependant, à d'autres égards aussi, c'est là où les hommes sont souvent, comme qui dirait, trompés. Car le fait est que les femmes ne donnent pas accès ipso facto au sexe dans les relations aux hommes, simplement parce que ces derniers répondent à leurs critères de sélection. Alors, je m'explique. L'idée selon laquelle faire un comportement X résoudra un problème Y est une technique principalement, ou alors devrais-je dire, uniquement masculine de résolution de problèmes projetée en fait sur les femmes par ces derniers. Vu que les hommes ont suivi que les femmes veulent d'un homme avec un pack de 6 abdos et un revenu à 6 chiffres, et voilà ils se disent, ou alors ils pensent que si j'obtiens ces choses, si je deviens ce que les femmes désirent, alors ça veut dire que les femmes me récompenseront avec du sexe et ou une relation, que les femmes frapperont tout à ma porte et que je n'aurai plus rien à faire. Et si je ne m'abuse, ce sont des façons de penser que j'ai déjà observées chez certains des commentaires en dessous de mes vidéos. En mode, ils disaient que de toute façon, il suffit d'être beau et d'avoir de l'argent et que si tu investis dans ces deux-là, tu verras que les femmes se jeteront à tes pieds, que tu n'auras plus à faire aucun effort. Oui, mais non, malheureusement. C'est un petit peu la même mentalité de ceux qui croient que si j'offre un verre à cette fille et que j'écoute ses problèmes et que je lui montre ma valeur, elle me récompensera avec du sexe à la fin du rendez-vous. Mais la réalité est bien souvent décevante, car ce n'est pas toujours le cas. Évidemment que c'est un fait qu'une femme est plus susceptible de choisir un homme parce que voilà, il a le pack des 6 abdos, qu'il a un revenu à 6 chiffres, plutôt qu'un homme qui n'a pas ces choses. C'est un fait, je ne dis pas du tout le contraire. Mais il n'est pas vrai que la grande majorité des femmes choisiront un homme simplement parce qu'il a ces fameux abdos et ce fameux revenu de 6 chiffres. Ces choses peuvent évidemment faciliter la tâche à un homme pour mettre voilà un pied dans la porte, mais il est préférable de considérer le fait que répondre aux critères hypergames des femmes est en fait une condition nécessaire, quoique insuffisante, pour avoir davantage d'opportunités sexuelles. Ça me rappelle la vidéo que j'ai faite au sujet des applications de rencontres, où je montrais en fait les stats qui prouvaient que le BG de service, avec les plus beaux traits, avec un avenir radieux, un métier intéressant, ne recevait pas plus de matchs par semaine qu'une fille moyenne sur une application de rencontre. Donc croyez-moi, uniquement ces critères-là, je vous assure, ça ne suffit pas. Parce que, à moins que vous ne soyez une célébrité mondiale, les femmes ne feront pas la queue en fait pour sortir avec vous, même si vous avez ces choses-là que l'hypergamie dit que les femmes recherchent. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un bel homme, un avocat, célibataire d'ailleurs, que je connais, qui coche plus ou moins presque toutes les cases de ce qu'une femme hypergame désire. N'empêche, il est toujours célibataire. Comme quoi, vous avez beau avoir bâti la carrière de vos rêves sur voilà 10-20 ans, vous avez être beau et riche. Lorsque vous allez approcher une femme, la plupart, sinon la majeure partie du temps, vous allez tout de même devoir partir à zéro pour la séduire. Bien sûr, je ne suis pas en train de parler d'un one night stand, genre un coup d'un soir. Je parle vraiment d'une femme avec qui vous voulez bâtir quelque chose. C'est sûr que ce n'est pas parce que vous allez lui dire ceci qu'elle va tout de suite fondre. Calmez-vous. Donc il a beau être célibataire à succès, qui a travaillé dur pendant des années pour gagner sa preuve sociale et son statut, il devra tout de même toujours recommencer à zéro. En gros, ce qui signifie pour beaucoup de femmes les convaincre que vous n'êtes pas un serial killer. Bah oui, Jeffrey Dahmer n'était pas désagréable à regarder, il avait l'air plus ou moins stable à bien des égards. Donc ce n'est pas parce qu'en apparence vous ressemblez à l'homme idéal que vous n'aurez plus besoin de faire des efforts pour voilà rassurer la femme, la mettre en confiance, la séduire, etc. À titre d'exemple, il m'est déjà arrivé de fréquenter un homme voilà qui avait l'air tout à fait respectable, il était toujours très bien habillé, il était plutôt aisé. Seulement, il avait un très mauvais comportement. Il était très possessif, très autoritaire. Et croyez-moi, ce n'était pas parce qu'il était beau ou alors qu'il était friqué qu'uniquement pour ces deux critères-là, j'allais courir le risque de me mettre avec quelqu'un de cette trame en fait. C'est comme ça que ça se passe avec les femmes. Elles doivent se sentir en sécurité, elles doivent se sentir entendues, elles doivent sentir que vous êtes attiré par plus que par leur corps. Alors oui, il peut y arriver que vous ne soyez que attiré par leur corps dans un début, mais ne leur montrez pas ça. Sur ce point-là, dites-leur autre chose que vous les trouvez intelligente et j'en passe.
chose. Ça passera mieux que de dire simplement je te trouve bonne. Voilà, c'était une petite astuce au passage. Et donc, si vous dites ou faites une chose qu'elle n'aime pas trop tôt dans l'interaction, eh bien l'opportunité disparaîtra en un instant. Et s'il est vrai que plus une femme est attirée par vous, plus ce processus devient facile, vous ne pouvez cependant pas contourner ce processus simplement parce que voilà, vous avez des biceps et un compte en banque fourni. Vous devez commencer avec les femmes exactement là où vous l'auriez fait si vous n'aviez pas passé 10 ou 20 ans à construire votre statut social et votre style de vie. En d'autres termes, vous devez recommencer à l'étape 0. Et si vous passez tout ce temps sur vos abdos et voilà vos revenus et que vous n'avez jamais appris en fait comment faire pour séduire une femme, vous n'irez probablement pas loin qu'un gars qui a fait par exemple 1 an à apprendre à séduire une femme et qui n'a pas les abdos ni les revenus. Répondre aux critères hypergames des femmes n'est malheureusement pas la solution miracle que beaucoup d'hommes espèrent. L'idée ici est que vous pouvez avoir tous les marqueurs d'un homme de haut statut et ce ne sera toujours pas facile avec les femmes. Vous devrez toujours les aborder, faire un effort pour les séduire efficacement et cela ne change donc pas énormément lorsque vous faites partie du top 10%. Ok, peut-être dans le top 0,01 ou alors 0,01, cela peut changer, cela peut être différent. Vous n'aurez peut-être qu'à claquer des doigts et elles obéiront. Mais cela ne change certainement pas dans le top 10%. Être un homme de haute valeur ne conduit pas toujours à des opportunités sexuelles sans effort. Et c'est une pilule dure à avaler, je sais. Vous pourriez être un mannequin à succès de sous-vêtements, neurochirurgien qui gagne 7 chiffres par an, qui recueille même des chiots abandonnés, mais une femme va toujours se poser des questions du genre: est-ce qu'il se souvient du jour où nous sommes rencontrés? Est-ce qu'il se souvient de notre premier baiser? M'a-t-il ouvert la porte aujourd'hui avant d'entrer dans le taxi? Est-ce qu'il se souvient de mon anniversaire? Est-ce qu'il me fait rire? Est-ce que voilà, il regarde d'autres filles, etc. En résumé, derrière les critères hypergames du sexe féminin se trouve une liste presque infinie de critères personnels d'une femme individuelle et dont l'échec à satisfaire l'un d'entre eux, du moins les plus cruciaux, est sujet à la suppression de l'opportunité sexuelle, peu importe le nombre de critères d'autres remplis. Le fait de remplir des critères hypergames ne garantit pas l'opportunité sexuelle. C'est donc là la deuxième fausse idée, la deuxième incompréhension sur l'hypergamie. Il est cependant intéressant de noter que ces deux fausses idées ont tendance à avoir le même résultat, à savoir qu'elles motivent généralement les hommes à s'éloigner des femmes, et c'est certainement le cas au vu de tout ce que nous voyons de plus en plus aujourd'hui. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, assez technique, assez instructive, parce que quand en fait je suis tombée sur le propos, sur l'analyse en question, pour moi ça a fait sens. Donc n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire par rapport à votre expérience, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!